Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, donc ça fait une semaine que je ne dors pas beaucoup. Voilà, mais j'espère quand même que je vais pouvoir faire court. Voilà, donc oui, c'est un peu particulier, voilà, c'est un peu un tourbillon, quoi, en fait. On a l'impression qu'on vit ça de l'extérieur, qu'on se voit. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que voilà, que vous voyez ça comme si vous étiez un spectateur de votre propre vie, quoi. Je ne vais pas me plaindre, hein, je vais pas me plaindre quand même. Voilà. Bon, donc on va reprendre notre décollage industriel. Donc je vais redessiner la même courbe que j'avais fait la dernière fois. Donc on a cette. Si je mets le PIB, si je mets disons le PIB, mais c'est pas vraiment, enfin PIB ou le PIB inféré, disons, et on fait comme ça, quoi. Hein. En gros, et là ça décolle 1820. Et évidemment. Mais évidemment, donc la question, c'est de savoir pourquoi il y a eu d'abord, je vais rappeler un petit peu, pourquoi d'abord il y a eu cette stagnation à la fois du PIB et de la population jusque dans les années début du XXe siècle, et pourquoi à un moment donné il y a décollage et de l'un et de l'autre. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on a parlé de trappe malthusienne, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'on est pendant un certain temps dans un monde où eh bien, c'est une économie essentiellement agricole, donc on produit avec de la terre, et donc évidemment, plus il y a de monde qui est sur le lopin de terre, plus la productivité, plus le produit par tête est faible. Donc on est dans une économie où dès que, tout d'un coup, s'il y a un mieux, si, je ne sais pas, par exemple, on découvre la pomme de terre, où il se passe quelque chose de bien, évidemment, pendant un certain temps, le produit par tête va augmenter, mais comme le produit par tête augmente, eh bien, c'est un monde où on fait plus d'enfants quand le produit par tête augmente. Et donc, ça va augmenter la population, et donc ça va ramener le PIB par tête à son niveau initial. Et ça, c'est la trappe malthusienne. Est-ce que tout le monde est à peu près avec moi sur la trappe malthusienne? Mais vous êtes fantastique, vous êtes formidable. Mais donc voilà, donc ça, c'est la trappe malthusienne. Alors évidemment, la question, c'est pour comment on en sort, d'accord? Et la première explication qu'on a vue la dernière fois, c'était l'explication d'abord technologique. Il y a une explication technologique, c'est-à-dire de dire tout d'un coup, tout d'un coup, quand il y a trop de monde sur la Terre, à un moment donné, ça devient trop de monde sur les terres agricoles, eh bien, ça devient profitable d'exploiter d'autres technologies qui, elles, utilisent du capital, quoi. Voilà, donc c'est purement technologique. À un moment donné, je ne veux plus, voilà, ça devient très coûteux de se circonscrire à l'agriculture, et je vais tout d'un coup explorer, eh bien, quelque chose d'autre. Mais la question, évidemment, c'est pourquoi en Europe, pourquoi en 1820, etc. Voilà, donc, et pourquoi en Europe surtout, d'accord? Donc ça, c'était l'explication technologique, on a vu un petit peu quelles étaient les limites de cette explication. Ensuite, on a vu qu'il y avait une autre explication qui était une explication démographique, d'accord? Et l'explication démographique, c'était de dire, évidemment, eh bien, il y a deux choses qui se passent, c'est que ce n'est pas uniquement démographique, c'est démographique plus effet d'échelle, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'était? Donc, de quoi il s'agit? Effet d'échelle, hein, ce qu'on appelle en anglais le market size, hein, taille de marché, quoi. Et alors là, l'explication, et ça vous devrez pouvoir la raconter. Vous voyez, c'est important en économie, quand quelque chose est bien compris, vous pouvez raconter l'histoire dans la rue à n'importe qui vous interroge, quoi. Vous pouvez dire, mais voilà, vous voyez la trappe malthusienne, allez hop, voilà ce que c'est. Eh bien, l'explication démographique plus taille de marché, de quoi s'agit-il? Vous savez toujours, moi je me mets là, vous savez toujours avec moi, on dit que le grand suspense, c'était Jean-Paul Fitoussi qui disait ça, le grand suspense avec Aguillon, c'est de savoir si ou quand il va tomber de l'estrade. Voilà. Et comme il m'aimait bien, il ne voulait pas que ça m'arrive. Voilà. Je vous fais une confidence. Bon, voilà, là je me rapproche dangereusement. C'est pour ça qu'ils mettent une ligne rouge, c'est spécialement pour moi, vous voyez. Aguillon ne doit pas dépasser ici, quoi. Voilà. Donc, démographique plus effet d'échelle, c'était de dire, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, d'abord, l'effet d'échelle, c'est-à-dire de dire, eh bien, à partir du moment où la population est devenue un petit peu plus nombreuse, eh bien, ça a accéléré le progrès technique, parce que les gens ont interagi entre eux, et ça a
ça a créé un peu d'innovation, un peu d'innovation, d'accord? Donc ça, c'était la première chose. Et ce qui s'est passé, évidemment, ça accélère un peu au début la croissance du produit par tête. Alors évidemment, si on est dans une trappe à tunnel, mais au tout début, tout ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une accélération démographique qui va absorber l'augmentation. Donc s'il n'y avait que l'effet d'échelle, nous ne serions pas sortis de la trappe malthusienne, selon cette histoire, parce que la croissance de la population aurait absorbé et tout simplement ce qu'on aurait observé, c'est que le fait qu'il y ait une petite accélération d'innovation, ça serait traduit uniquement par une accélération de la croissance de la population mondiale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sort de la trappe? Alors c'est là qu'il y a le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, à un moment donné, quand le progrès technique est suffisamment rapide, on se dit, il faut que mes enfants puissent suivre. Donc il faut qu'ils aillent à l'école, que je leur paye, etc. Donc je ne peux pas en avoir trop, parce que je ne pourrais pas les faire étudier et les faire rattraper. Et donc il y a un moment donné, et puis surtout, peut-être que pour moi aussi, il y a des opportunités de faire autre chose que m'occuper uniquement des enfants. Donc il y a ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Et donc pour ces raisons-là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand la croissance se met à accélérer, à un moment donné, il y a une transition démographique, c'est-à-dire que d'abord, alors évidemment au début, ce qui va se passer, c'est qu'avec le progrès, la mortalité va tomber, mais ça, c'est pas bon pour la croissance de la population, au contraire, ça ne fait que l'accélérer. Mais ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'il va y avoir une baisse de la fertilité. Les gens vont contrôler leur fertilité et ils vont décider qu'ils veulent avoir moins d'enfants pour pouvoir mieux les élever, pour qu'ils s'adaptent mieux au progrès technique, aussi parce qu'eux, il y a des opportunités eux-mêmes de profiter de l'économie qui est en croissance, et donc de faire autre chose que simplement élever des enfants. Et donc il y a à ce moment-là cette transition démographique qui va ralentir la croissance de la population et qui fait que eh bien, la croissance du PIB par tête ne sera plus absorbée one for one par la croissance de la population. Et ça vous fait décoller. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette explication-là? Fantastique. Voilà, voilà, donc ça, c'est l'explication démographique. Évidemment, le problème de l'explication démographique, et on va arriver à Mokir petit à petit, avec qui je suis tellement heureux de partager ce qui nous arrive cette année, et donc vous aurez beaucoup entendu parler de Mokir, et vraiment, ne ratez pas les cours de Mokir en mai, j'espère qu'il ne les annulera pas, qu'il viendra bien, parce qu'il est passionnant, il est vraiment, on peut l'écouter pendant des heures, il raconte tellement bien, tellement bien. Et Mokir, ce qu'il dit, c'est que tout ça, c'est bien gentil, l'explication technologique, l'explication démographique, pourquoi ça se passe en Europe? Et pourquoi, voilà, et pas en Chine? Il y a quand même une démographie en Chine qui était quand même très forte. Pourquoi ça ne s'est pas passé en Chine, qui est un pays à la fois qui s'est développé démographiquement et qui a connu beaucoup d'inventions? La roue a été inventée, la roue, le compas a été inventé en Chine et plein d'autres choses. Donc pourquoi ça se passe en Europe et pas en Chine? Et c'est là qu'on va arriver à l'autre explication, à la troisième explication, qui est l'explication institutionnelle. D'accord? On est sur la même longueur d'onde? Je sais, je vous traite un peu comme des enfants. C'est vrai qu'il y a un peu mon côté... c'est vrai qu'il y a un peu le côté institution. Voilà. Et donc je vais parler de ça aujourd'hui, des institutions. Alors, je vais commencer par parler d'institutions. Je vous en ai déjà un peu parlé en parlant de Douglas North la dernière fois. Et qu'est-ce que c'est qu'une institution? Je vais maintenant vous parler, cette fois-ci, du prix Nobel de l'an dernier, au début, de Acemoglu Johnson Robinson. D'accord? Donc ça, c'est le prix Nobel 2024. D'accord? Alors, voilà. Et donc eux, disons qu'ils ont connu parce qu'ils ont quand même donné... Ils ont donné des preuves causales d'un effet des institutions sur la croissance. Alors on a vu quand même d'autres choses, qui étaient par exemple les progrès de l'imprimerie ou d'autres éléments. Mais eux sont arrivés avec des éléments, voilà, une argumentation assez forte. Et vous verrez qu'ils se sont mis au milieu de certains débats. D'accord? Et on va regarder un petit peu de plus près Acemoglu Johnson Robinson. Donc là, vous voyez, je parle du prix d'avant. Il faudrait que Daron, j'espère qu'il va parler du prix de cette année. J'en doute, mais bon. Bon, I doubt it. OK. Alors, qu'est-ce qu'une institution, d'accord, selon eux? Alors, une institution, les institutions, donc ça, on revient un petit peu à des choses qu'on a dites, c'est des règles du jeu qui gouvernent les interactions économiques, politiques et sociales. Donc, ça détermine l'organisation sociale. Alors, on peut citer Douglas North, qui est le premier prix Nobel sur les institutions. Et Douglas North, qu'est-ce qu'il vous dit? Les institutions sont les règles du jeu dans une société ou des contraintes qui sont établies par les hommes
pour gouverner les interactions humaines. Voilà, c'est ça en fait, d'accord? On doit se restreindre. Et c'est vraiment l'idée des institutions, c'est très important, parce qu'il y en a qui pensent que l'homme est naturellement bon, et il y en a qui pensent que l'homme est naturellement pas génialement bon, quoi. Et que c'est bon d'avoir des contraintes de restreinte, vous voyez? Alors, elles ne sont pas toujours utilisées de la sorte, et ça, je ne laisserai pas, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des gens qui utilisent des institutions qui sont censées se restreindre. Bon, anyway. Alors, l'institution, c'est les règles du jeu qui sont établies par des hommes, c'est des contraintes établies par des êtres humains pour gouverner les interactions humaines. Donc c'est conçu par les hommes en société, ça établit des contraintes, ça détermine, et évidemment, ça influe sur les incitations individuelles. Évidemment, moi, par exemple, l'incitation d'entreprendre ou de prendre des risques, sera évidemment influencée par les institutions qui sont mises en place, d'accord? Voilà, jusque-là, bon. Alors, les pays offrent une large diversité en matière d'institutions économiques et politiques. Alors, des choses qui reviennent, ça, il y a des choses sur lesquelles il y a des indicateurs. Alors, on peut toujours, évidemment, critiquer les indicateurs, mais voilà des indicateurs qui sont quand même utiles à connaître. D'abord, il y a la protection des droits de propriété. Il y a des indices de protection des droits de propriété. Par exemple, vous êtes sous Mugabe en Zimbabwe, eh ben, ce n'est pas génial la protection des droits de propriété. Ou vous êtes en France sous la telle période, voilà. Voilà. Donc c'est intéressant. On va revenir à la protection des droits de propriété. Ça, c'est quelque chose de très important. Je reviendrai beaucoup sur ça. D'accord ? La deuxième chose, c'est les systèmes juridiques. Et notamment, c'est important, la séparation des pouvoirs, et ça, on le verra. Je vais déjà vous donner une histoire en passant, mais on reviendra à cette histoire. Moi, la vision de croissance qu'on peut avoir, c'est de dire la croissance, c'est des gens qui entreprennent et qui veulent innover. Et les innovateurs d'hier vont essayer évidemment empêcher les nouveaux innovateurs, d'accord ? Parce qu'ils veulent garder leur pouvoir. Évidemment, les innovateurs d'hier vont essayer de faire pression sur le pouvoir politique. Eh bien, c'est important d'avoir quelque chose comme la séparation des pouvoirs, par exemple. Qu'est-ce qui peut limiter la capacité des pouvoirs en place à influer sur les gouvernements pour empêcher toute possibilité d'entrée de nouveau? Une des choses qui peut être faite, c'est la séparation des pouvoirs. L'autre chose, c'est la société civile. Mais vous voyez comment le rôle des institutions, on le voit tout de suite dans le cadre schumpeterien qu'on a, où l'innovation, c'est toujours des gens qui reviennent, d'accord, qui ensuite font des rentes, qui deviennent des entreprises établies. Mais il y en a toujours des nouveaux qui reviennent. Évidemment, les gens établis veulent empêcher les gens d'arriver parce qu'ils ne veulent pas, eux, être sujets à la destruction créatrice. Ils vont essayer de faire pression sur le gouvernement. Et qu'est-ce qui peut limiter ça ? Notamment la séparation des pouvoirs, évidemment. Alors évidemment, le problème, c'est que des fois, le pouvoir juridique peut être complètement dans les mains du pouvoir exécutif. Il suffit d'aller un peu à l'est, même un peu, voilà, quelques 1500 km à l'est, vous voyez très bien de quoi je veux parler, d'accord ? Donc c'est important d'avoir évidemment le système juridique indépendant. Et là, Montesquieu devient primordial, évidemment. On voit comment, vous voyez comment dans le modèle économique, Montesquieu joue un rôle. Alors ensuite, il y a la corruption. La corruption, c'est exactement le contraire. La corruption, c'est la capacité qu'ont les entreprises ou les intérêts acquis à empêcher l'entrée de nouveaux. Et c'est ça la corruption, c'est de dire la corruption, c'est notamment la capacité d'empêcher l'entrée en donnant des transferts ou des faveurs aux gens, aux politiciens en place. D'accord ? Les barrières à l'entrée, donc, oui, d'accord. Démocratie versus totalitarisme, contraintes imposées aux élites politiques et au gouvernement, règles électorales en démocratie, tout ça, ça contribue d'une manière ou d'une autre dans exactement le modèle que j'ai en tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelle est la capacité des entreprises en place à faire pression sur les gouvernements pour empêcher de nouveaux entrants? Toutes ces choses-là vont évidemment influer. Et il y en a d'autres qui vont influer. Mais ça, c'est des choses qu'on sait mesurer. D'accord ? Je ne sais pas si je vais trop vite ou trop lentement, là. Ça va? C'est la bonne vitesse? Comment je peux savoir si je vais trop vite ou trop lentement? Je repense toujours à mon étudiant qui faisait comme ça, et je ne savais jamais, quoi. Oui ou non? Et voilà. Bon. Alors, je continue. Alors là, qu'est-ce qu'ils font, mes amis, donc Acemoglu et al.? Ils disent d'abord, je vais montrer que les droits de propriété, ça, c'est vraiment une régression, c'est-à-dire que c'est une régression statistique, c'est-à-dire que pour chaque pays, je regarde en moyenne sur 85-95 l'indice de protection contre l'expropriation en horizontal, et je regarde disons le PIB par tête, ça revient, je ne vais pas vous mettre des logs ici, le PIB par tête en 95, d'accord? Donc c'est le niveau de développement en termes de PIB, d'accord? Alors, on n'est pas obsédé par le PIB, contrairement à ce que certains peuvent penser, mais ça reviendra là-dessus. Mais le PIB est une mesure, mais ce n'est pas la seule mesure de développement, bien sûr. Donc, vous voyez, ce qu'on voit, c'est que les pays
qui se protègent mieux, on voit une corrélation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voit que les pays qui se protègent mieux contre le risque d'expropriation, en moyenne sur la période 85-95, sont également les pays qui, en 95, ont le PIB par tête le plus élevé. Mais c'est une corrélation. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai plein de points, chaque point a un risque d'expropriation et je trace la droite qui minimise la somme des distances, la somme des carrés des distances de ces points à la droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la droite des moindres carrés, ce qu'on appelle. En gros, c'est la droite qui minimise la distance, la somme des distances. En fait, c'est la somme des carrés de la distance des points. Voilà. Bon. Mais enfin, c'est celle qui le mieux reflète l'ensemble. Voilà, d'accord? Si je devais dire, voilà, la moyenne, la droite moyenne, c'est ça, voilà. On lui le jargon, d'accord? Des fois, je vous mets un peu de jargon, mais je fais après du body language et ça rattrape. Sans tomber. Bon, voilà. Bon, donc pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'on dira, ben, écoutez, il y a une corrélation entre risque d'expropriation, entre protection contre le risque d'expropriation et PIB par tête. Bon, mais ce n'est pas une causalité. De la même manière, contrôle de la corruption. Il y a des indices de contrôle de la corruption. Par exemple, dans quelle mesure des gens corrompus, voilà. Hein. Bon, donc il y a différentes mesures de contrôle de la corruption. Et on voit également à nouveau que les pays où il y a davantage de contrôle de la corruption sont des pays où le PIB par tête est plus élevé. Mais ça pourrait être une causalité inverse. Ça pourrait être que dans les pays plus développés, on sait mieux contrôler la corruption, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne vous dit rien d'une causalité. C'est une corrélation. C'est une relation statistique. D'accord? Alors, la même chose, c'est les contraintes sur l'exécutif. Ça, c'est très important. Par exemple, on ne peut pas aller au-delà d'un mandat ou de 2 mandats. D'accord? Par exemple, on ne peut pas indéfiniment se faire réélire. Ça, c'est des contraintes sur l'exécutif, par exemple. Mais tu as d'autres contraintes sur l'exécutif. L'exécutif, il ne peut pas tout faire, quoi. Donc il y a des mesures de la Banque mondiale ou d'autres institutions internationales de contrôle de l'exécutif. Et on voit à nouveau que les pays où il y a davantage de contraintes sur l'exécutif sont des pays plus développés, à PIB par tête plus élevé. Mais à nouveau, ça peut être une causalité inverse. Ça peut être que les pays plus riches peuvent se permettre davantage de contrôle sur l'exécutif. Ça peut être aussi qu'il y a un troisième facteur, qui est l'éducation, par exemple. Et l'éducation, à la fois, vous donne davantage de contraintes sur l'exécutif, peut-être, et davantage de PIB par tête. Vous voyez, donc, on n'est pas du tout assuré qu'il y a une causalité là-dedans. Mais c'est juste pour vous donner un peu de l'idée de où on va. Alors évidemment, il faut identifier un lien causal. On a omis les institutions, la culture, les normes qui varient d'un pays à l'autre et sont corrélées à la fois avec les performances économiques et la géographie. Donc est-ce qu'on pourrait identifier un lien causal des institutions, des choses dont j'ai parlé, des contraintes, etc., sur la performance économique, dont on peut dire c'est vraiment causal? Et là, on cherche des instruments ou des expériences naturelles. Et qu'est-ce qu'on fait à Acemoglu, John Robinson, qui leur a donné le prix Nobel? C'est essentiellement trois tentatives de résoudre ce problème de la causalité. Alors, je vais boire le verre d'eau. Lequel je prends? Celui de gauche, celui de droite? Prendre celui de... Voilà, celui-là. Voilà. Les deux. Le en même temps. Non, je plaisante. Je plaisante. Bon. Donc est-ce qu'on peut identifier un lien causal? D'accord? Et donc la première chose qu'ils font, c'est la Corée, l'expérience coréenne. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, la Corée, c'est un pays essentiellement avant, et puis après, ça devient 2 pays avec des systèmes très différents. De manière intéressante, le Nord est plus industrialisé que le Sud. Donc au départ, le Nord est plutôt mieux parti que le Sud. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'il va y avoir un choc, c'est-à-dire la séparation entre le Nord et le Sud. C'est un choc, je dirais, exogène, parce que le choc institutionnel n'est pas directement lié aux conditions économiques, culturelles ou géographiques dans le Nord et dans le Sud. C'est une expérience naturelle où des sujets semblables reçoivent des traitements différents. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience naturelle? C'est que je prends deux sujets, a priori pas différents, et tu dis, toi tu subis ça, toi tu subis ça, quoi. Et là, j'ai une expérience naturelle. D'accord? Alors, ma collègue Esther Duflo, elle le fait de manière aléatoire. Elle dit, je prends une population, et toi, je te donne un $10, toi, je te donne pas. Évidemment, la Corée, ce n'est pas une expérience aléatoire, mais c'est au moins une expérience naturelle quand même. On n'a pas choisi au pif, on n'a pas fait pile ou face pour savoir qui allait être communiste ou pas. Hein? Voilà. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'évidemment, suite à cette séparation,
il va y avoir divergence des institutions économiques et politiques entre le Nord et le Sud. Au Nord, vous aurez le communisme et une économie planifiée, et vous aurez un capitalisme au début très dirigiste et assez dictatorial dans le Sud, mais où vous allez avoir petit à petit l'émergence de la démocratie dans le Sud. D'accord ? Et ça, c'est l'expérience naturelle. Qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est plus clair que ça, tu meurs, dirait l'autre. D'accord ? Alors vous voyez quand même qu'au début, il y a un peu de croissance dans le Nord, parce qu'il continue quand même, il y a de la production industrielle quand même, vous voyez ? Mais puis après, finalement, ça décroche et le Sud décolle, quoi. D'accord ? Donc ça, c'est... Donc ils disent, vous voyez, là on voit bien, pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a des gens, et on reviendra là-dessus, il y avait un grand débat, vous savez toujours c'est intéressant, l'économie c'est les débats, le grand débat à ce moment-là, c'était de dire, si vous voulez, Acemoglu Johnson Robinson contre Jeff Sachs, qui est un très bon ami. Jeff Sachs, il disait que c'était la géographie qui était l'élément important. C'est-à-dire qu'il y a des climats où on n'arrive pas à travailler, il fait trop chaud, et on ne peut pas travailler. Et lui pensait qu'en gros, si tu veux, leur théorie à eux, c'est de dire dans les climats très chauds, non seulement on n'a pas la force de travailler, mais on n'a pas non plus la force de se révolter contre des institutions qui sont très mauvaises. Donc on n'a ni la force de manifester, ni la force de travailler, on fait la sieste et il ne se passe rien, quoi. En gros, c'est ça, c'est des siestes indéfinies. Et voilà, ça c'est la géographie, si vous voulez, je le dis en termes un peu prosaïques. Et donc là, l'idée c'est de dire, ben non, écoutez, là, on ne peut pas dire, le climat n'est pas très différent entre le sud de la Corée et le nord de la Corée. La chose qui s'est passée, c'est le changement institutionnel. Et là, c'était très important parce qu'ils étaient dans ce débat. À l'époque, le truc dominant, c'était Jeff Sachs, c'était l'histoire de la géographie. Et Acemoglu et Johnson Robinson sont arrivés en disant, mais non, l'éléphant dans la pièce, c'est les institutions. Et ça a été un premier élément. D'accord ? Bon, je continue. Alors maintenant, il y a un autre élément. Alors ça, c'est assez... Voilà. Donc il y a des gens qui ont beaucoup critiqué ça en disant « mais oui, mais c'est un peu spécial, vous interprétez ça comme un bon effet des colonisateurs. » Donc je tiens à me dire, d'abord, c'est pas moi, c'est eux, c'est pas moi, donc ça c'est beaucoup très pratique, évidemment. Et puis, deux, c'est une expérience naturelle, donc c'est pas du tout un plaidoyer en faveur de la colonisation, hein, d'accord ? Donc on est bien d'accord. Ce qu'ils ont fait simplement, c'est qu'ils ont regardé, ils ont utilisé la colonisation européenne de l'Afrique, notamment, comme une expérience naturelle. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des colons européens qui vont en Afrique, notamment, et en fait, si vous voulez, eh bien, ils sont plus ou moins contaminés par les maladies locales. Et dans les endroits, alors vous allez dire que c'est lié à la géographie, mais vous allez voir que ce n'est pas la géographie directement qui a été importante, c'est le fait que la géographie a modelé les institutions, et surtout que les populations locales, elles, survivaient très bien. Donc c'est les colons qui, eux, tombent malades, les autres, ils sont immunisés. Les populations locales sont immunisées contre ces maladies. Enfin, eux, les colons, moi je ne suis pas colonisateur, oh là là, nous, je veux dire les Européens, mais moi je suis voilà, pas du tout. D'ailleurs, j'énerve beaucoup, ça on reviendra quand on parlera de Jules Ferry. Mais, bon. Alors, donc, en fait, les colonisateurs européens, ils vont dans des pays, il y a des pays où ils tombent malades, et là, ils disent, bah, écoutez, là, on ne va pas s'enfoncer trop à l'intérieur, parce que, franchement, ça craint beaucoup, et donc on va rester à l'extérieur, et on va utiliser la région colonisée comme comptoir. Et donc, on va moins investir dans des institutions. Et on va surtout établir des comptoirs, et on ne va pas investir... Là où, au contraire, il y a moins de mortalité des colons, ils peuvent rentrer davantage à l'intérieur des terres et essayer de remodeler les institutions à l'intérieur des terres. Et c'est ça leur expérience naturelle. Alors, vous me direz que c'est un peu la géographie, mais c'est la géographie en tant qu'elle influe sur ça va passer par la construction d'institutions. Et quand je contrôle pour les institutions, je n'ai plus de relation. Je n'ai pas de relation directe de la géographie. Vous voyez, c'est très malin d'avoir fait ça. Et donc ça a pris le Nobel. Quand ils ont eu le prix Nobel, j'ai fait un papier dans les Échos, j'ai dit que c'était, je le pensais vraiment, c'est un très très beau prix Nobel qu'ils ont eu. Et donc voilà. Et donc voilà ce qui va se passer, c'est que d'abord, donc ce que j'appelle settler mortality, c'est le taux de mortalité des colons dans l'endroit, à l'époque. Et je regarde la relation d'abord entre le taux de mortalité des colons à l'époque et le PIB par tête en 1995, qui est quand ils ont... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et d'abord, on s'aperçoit que là où le taux de mortalité des colons est plus important à l'époque, eh bien, c'est là où le PIB par tête aujourd'hui est le moins important. Déjà, ça va dans le sens qu'on veut, mais
ça ne nous dit rien pour le moment sur disons, le détour institutionnel, disons, le canal institutionnel, d'accord? Enfin, déjà, c'est rassurant. S'ils avaient une relation croissante, ils pouvaient abandonner le projet, d'accord? C'est une histoire très drôle d'ailleurs, parce que Simon Johnson, il est arrivé un petit peu par hasard sur ce projet, c'était surtout Darren et David Jeep, et Simon était un peu, voilà, arrivé, oh, vous croyez vraiment que je dois bien, mais oui, viens à nos réunions, viens travailler avec nous. Et puis du coup, il a eu un Nobel, quoi, c'est quand même sympa. Donc, ils ont fait le travail tous les trois, hein, mais apparemment, il raconte que, c'est lui-même qui raconte l'histoire, hein, il est très modeste, à mon avis trop modeste, et il raconte que lui est arrivé un peu comme ça, parce qu'on lui a dit, mais viens, mon co, viens travailler avec nous. Ok. Donc, en fait, là, ce qu'ils font, c'est que là, ils disent, ben voilà, d'abord, ce que je vais faire, c'est qu'ils ont fait au lieu d'aller directement là, ce qui est un truc, d'aller directement du PIB sur mortalité, ce qu'ils vont regarder, c'est mortalité sur le risque d'expropriation. C'est-à-dire que ce qu'ils vont montrer, c'est que plus il y a de mortalité à l'époque, moins est bonne aujourd'hui la protection contre l'expropriation. Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est par ce canal-là que la mortalité influe sur le PIB par tête aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas directement, il n'y a pas un effet direct du taux de mortalité des colons sur le PIB par tête. C'est que dans la mesure où il y a plus de mortalité, on construit moins d'institutions, et que c'est ça qui va conduire à des performances économiques moins bonnes aujourd'hui. Vous voyez le raisonnement? Donc là, donc ça va en deux étapes. Il y a la première étape, ce qu'on appelle, vous voyez, la première étape, je vais de mortalité des colons sur risque d'expropriation. Et puis après, je vais aller du risque d'expropriation sur le PIB par tête, aujourd'hui. Vous voyez, donc là, d'abord, là, je montre ici cette régression. Là, ce que je regarde, c'est cette étape. Ça, c'est l'étape 1, et ça, c'est l'étape 2. Ça, on montre l'étape 1 ici. Et vous voyez que l'étape 1, eh bien, vous voyez que, eh bien, plus vous avez de la mortalité ce qui s'appelle la settler mortality, moins vous avez de protection contre le risque d'expropriation. D'accord? Ça vous établit cette étape-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais régresser, je vais regarder la relation entre ça et ça, mais en instrumentant ça par ça. Vous voyez ce que je veux dire? En disant, en tant que ça est déterminé, c'est la partie de l'expropriation qui est déterminée par les settlers mortality. Là, on sait que je capture un lien causal, vous voyez? Et donc, ça, c'est la première étape est là. Et puis, la deuxième étape, eh bien, c'est là. Vous avez le PIB par tête en 1995 et qui est très positivement corrélé à la protection contre les droits de propriété. Mais là, c'est la protection telle qu'elle est instrumentée par la settlers mortality. C'est la partie d'expropriation qui est expliquée par settlers mortality que je mets là. D'accord? Donc ça, c'était très fort parce que là, on montrait vraiment aussi, c'est une nouvelle preuve que c'est les institutions qui comptent. Ce n'est pas tellement la géographie en elle-même, c'est vraiment l'aspect institutionnel. Parce que j'ai trouvé une source exogène de variation des institutions, qui était la mortalité des settlers, et après je regarde l'effet de la protection contre le risque d'expropriation sur le PIB par tête, une fois que j'ai instrumenté celui-là. Voyez. Donc ça, c'est le deuxième élément de preuve. Et puis ensuite, je vais... Voilà. Donc, et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'à ce moment-là, on peut dire, ben, je peux contrôler pour les aspects géographiques, justement. On peut dire, bien, OK, mais quid de la géographie, mais une fois que tu as fait la régression de la mortalité, tu vois, du PIB par tête sur le risque d'expropriation, eh bien, tu mets les éléments géographiques, en eux-mêmes, ils n'ont plus aucun effet. Et ça, c'est leur vraie réponse. Leur vraie réponse à Sachs, c'est ce tableau-là. Il dit, tu vois, une fois que j'ai fait ce lien avec cette instrumentation, tu vois, humidité, malaria, etc., tout ça, ça ne compte plus. Et donc, ce n'est pas la géographie en elle-même qui est importante, c'est en fait le développement institutionnel. D'accord? Ça, c'est leur deuxième papier. Et maintenant, on va passer à la troisième partie de la démonstration. Et c'est vraiment ces trois papiers qui leur ont donné le Nobel avant tout. C'est la roue tourne, en anglais « reversal of fortune ».
Retournement de chance, quoi. La roue tourne, comme on dit. Hein. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, c'est que les anciennes colonies avec des taux d'urbanisation ou des densités de population élevées en 1500 ou après 1500 connaissent des niveaux de PIB par tête relativement bas de nos jours, tandis que les colonies peu urbanisées ou peuplées en 1500 tendent à être plus prospères de nos jours. C'est très intéressant parce que moi j'avais dit dans l'explication géographique qu'il y avait un effet d'échelle. Plus on était nombreux, plus on avait du développement technologique. Et vous allez voir qu'aux États-Unis, c'est le contraire qui se passe. Le Sud-Américain, au début, est très nombreux, donc évidemment, parce qu'ils font aussi venir des esclaves, et ça favorise l'extraction. D'accord? Mais ça, c'est avant la révolution industrielle. Et l'histoire, c'est la suivante, c'est qu'avant la révolution industrielle, le sud des États-Unis est plus prospère que le nord. Mais elle se dote d'institutions qui vont la bloquer quelque part. C'est toujours la même histoire. Les entreprises en place créent des institutions qui rendent le changement difficile. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le sud des États-Unis, c'est l'esclavage, c'est la mobilité très restreinte. Quand tu emploies un employé, il ou elle n'est pas libre de quitter la plantation et d'aller dans une autre plantation. Elle ne peut pas se mettre sur le marché, ce n'est pas possible. Donc le sud des États-Unis se dote d'institutions qui sont très bien pour l'extraction, pour le coton, etc., mais qui sont très rigides et qui ne vont pas du tout marcher quand il y aura la révolution industrielle, où là, il faut de la flexibilité, il faut créer des nouvelles entreprises, des banques, etc. Et là, alors, ils vont être comme le colosse au pied d'argile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le Sud va être alourdi, engourdi de ces institutions qui avaient pu être bonnes. Vous voyez, je reviens toujours à ces histoires-là. Ils avaient des institutions qui étaient bonnes pour l'extraction, mais qui deviennent mauvaises quand il s'agit d'importer la révolution industrielle qui se produit en Europe. Vous êtes toujours avec moi, là, je ne vous perds pas. Voilà, donc, alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que donc, les anciennes colonies où le Sud est pensé au sud des États-Unis, qui ont des densités de population élevées avant, ils connaissent aujourd'hui des niveaux de PIB par tête plus bas que les parties moins peuplées en 1500 ou après, qui tendent à être plus prospères. Alors, est-ce que l'explication est géographique? Non, parce qu'il n'y a pas eu de changement géographique et climatique majeur entre le sud et le nord des États-Unis. Elles n'ont pas changé, quoi. Alors, il y a des changements climatiques, mais enfin, ça n'a pas été dramatique pour le moment. D'accord? Donc, on peut regarder la chose suivante déjà. On peut dire, à nouveau, je peux dire, voilà, les endroits qui étaient davantage urbanisés en 1500, ils tendent à avoir un PIB par tête en 95 moins élevé. C'est intéressant. Alors, est-ce que c'est simplement le taux d'urbanisation directement? Non. C'est parce qu'en fait, ça va avoir une incidence sur les institutions. Et c'est ça la preuve, ce qu'ils expliquent. Et donc, en fait, et de la même manière, les endroits où il y a davantage de population, une densité de population plus grande en 1500, connaissent des niveaux de PIB par tête plus bas aujourd'hui, de nos jours, d'accord? Mais en fait, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Si vous regardez, donc, on regarde d'abord, on sépare en deux, on regarde les colonies qui sont moins urbanisées que la moyenne, et on fait la moyenne entre elles, et on regarde les colonies qui sont plus urbanisées que la moyenne en 1500, et on fait la moyenne entre elles. Et vous voyez, regardez l'évolution du PIB par tête, et vous voyez qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'au début, les endroits plus urbanisés font beaucoup mieux que les endroits pas urbanisés, et après, vous voyez, au moment de la révolution industrielle, eh bien, celles qui étaient peu urbanisées au début, elles décollent par rapport à celles qui étaient très urbanisées. Pensez au sud et au nord des États-Unis. Là, vous avez le sud des États-Unis, et là, vous avez le nord des États-Unis. D'accord? Pourtant, la géographie, d'accord? Alors, donc pourquoi l'inversion s'est-elle produite au XIXe siècle? En fait, ce que je dis, c'est que donc, dans les régions densément peuplées, ça inclut le sud des États-Unis, mais il n'y a pas que ça. Vous avez Barbados, Cuba, Haïti, Jamaïque. Eh bien, les colons mettent en place des institutions extractives, c'est-à-dire où on emploie, c'est la production de masse, l'esclavage, et voilà quoi. Hein, on n'éduque pas, et c'est purement de l'esclavage, d'accord? Et avec aucune mobilité. Donc c'est des plantations, on génère des investissements en production de sucre notamment, mais aussi de coton. Donc le Barbados, Cuba, Haïti, Jamaïque, c'est les régions parmi les plus riches
à certains moments entre le XVIe et le XIXe siècle. Le côté négatif de ces institutions extractives se manifeste lorsque de nouvelles opportunités se présentent, notamment dans le commerce et l'industrie, avec l'arrivée de la première révolution industrielle. Nous reviendrons aux vagues technologiques avec la machine à vapeur, dont la révolution de la machine à vapeur a lieu en Europe, mais elle va se diffuser aux États-Unis, d'accord ? Et ça nécessite de l'innovation avec destruction créatrice et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Et l'industrialisation du XIXe siècle a favorisé des sociétés plus ouvertes. On sait que pour la destruction créatrice, il vous faut de la concurrence, il vous faut de la mobilité, tout ce que le Sud n'a pas, tout ce que le Sud des États-Unis n'a pas et tout ce que, plus généralement, les pays extractifs n'ont pas. Et donc, ils deviennent des colosses aux pieds d'argile, vous voyez ? Et ils sont incapables de tirer parti de la révolution industrielle, alors que le nord des États-Unis, beaucoup plus flexible, est capable de le faire. Et en fait, la guerre de sécession, c'est ça. Pourquoi le nord gagne ? Parce que le nord peut se développer et tire parti de la révolution industrielle. Le sud est engourdi. Et c'est pour ça qu'il gagne la guerre de sécession. C'est toute l'histoire, c'est ça, vous voyez ? Ce qui était bon hier devient mauvais plus tard. C'est un thème qui sera récurrent dans ce cours. D'accord ? Donc vous voyez par exemple, vous voyez le décollage, vous voyez la production industrielle par tête, d'accord ? Eh bien, on met l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni à 100, et vous voyez que les États-Unis se développent, évidemment, d'autres pays vont être retardés parce qu'ils sont en moyenne plus extractifs. Aux États-Unis, vous avez le Nord pour compenser le Sud, mais dans les autres, il n'y a que le Sud pour compenser le Sud, quoi. Il n'y avait pas le Nord, ils ont de l'extractif partout, ils n'ont pas des parties qui sont très ouvertes au départ, mais c'est institutionnel, vous voyez, d'accord ? Donc il y a eu inversion institutionnelle. Les sociétés initialement plus riches se sont dotées d'institutions extractives qui n'ont pas favorisé l'innovation et le progrès technique lorsque la vague de l'industrialisation est arrivée d'Europe, c'est-à-dire qu'entre la première vague, celle de la machine à vapeur, est arrivée en Europe. Alors c'est très amusant les vagues, c'est comme la mer, c'est-à-dire, mais le problème c'est que la première vague, elle arrive de l'Europe vers les États-Unis, et toutes les autres vagues, ça va être le contraire, elles arrivent des États-Unis vers nous. L'électricité, c'est des États-Unis vers nous. Les technologies de l'information, on va y revenir, c'est des États-Unis vers un peu nous, pas mal, mais on aurait pu faire mieux. Et là, on a l'IA, et si on ne met pas certaines taxes en place, on a une petite chance d'en profiter un peu. Peut-être. Et je ne dis pas de quelle taxe je parle, évidemment. Je n'ai aucune idée, c'est juste comme ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, les Européens avaient introduit des institutions plus inclusives dans les régions moins densément peuplées, donc dans le nord des États-Unis, et au contraire, ils avaient introduit des institutions plus extractives dans les régions initialement plus pauvres et plus densément peuplées. Par exemple, l'esclavage dans les Caraïbes, le travail forcé en Amérique du Sud, l'esclavage aussi dans les pays au sud des États-Unis, etc. Et qui s'est trouvé, qui a devenu une barrière à l'absorption de la révolution industrielle. C'est intéressant, l'histoire. C'est là que l'histoire est passionnante, quoi. C'est qu'il y a des retours de bâton, quoi. Et ça, on va voir ça souvent. D'accord ? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on va voir maintenant les institutions, d'accord ? Donc par exemple, dans les endroits plus peuplés en 1500, c'est les endroits où aujourd'hui, les contraintes sur l'exécutif sont moins fortes. Vous voyez, d'accord ? C'est là qu'on met moins en place des institutions pour contrôler le pouvoir de l'exécutif. Pareil, là où on était plus densément peuplé en 1500, c'est ça, à nouveau des contraintes sur l'exécutif, c'est ça. Et donc, voilà, en récapitulant les causes immédiates et fondamentales de la diversité, c'est qu'en fait, l'importance des institutions de la protection des droits de propriété, et on a exploité des expériences naturelles, l'expérience coréenne, l'expérience coloniale, la roue qui tourne, et pour montrer, en fait, mais je reviendrai là-dessus, la primauté des institutions sur la géographie. Voilà. Et donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Ça, c'est vraiment ce qui établit la primauté des institutions. D'accord ? Donc je vais maintenant passer à la deuxième partie. Vous savez que j'avais un trac, j'ai toujours le trac, et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'avais plus le trac que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. C'est terrible. Alors là, j'ai un problème. J'ai tellement le trac que je n'arrive plus. Comment je fais là pour... Vous avez un... Comment vous faites, vous ? Pourquoi il n'y a pas une souris ? Ah oui, voilà. Comment vous avez fait pour la ramener, là ? Elle est doublée sur l'autre écran.
Ah, donc je la vois sur l'écran. D'accord. On va mettre maintenant par 2. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Et je fais diaporama. Oui. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Alors maintenant, on va passer, donc on continue sur les institutions. Donc, donc je vous ai parlé des implications institutionnelles. Je vous ai déjà dit, la géographie, ce n'est pas très convaincant, mais on va quand même regarder d'autres explications, d'accord ? Donc, je continue sur les institutions. Vous savez, en économie, pour faire un case, les données ne sont jamais parfaites en économie. Donc, il vous faut... C'est comme quand vous voulez défendre quelqu'un dans un tribunal, quoi. Tu dois faire un case. Tu fais le mieux que tu peux. Et en général, il te faut plusieurs éléments, plusieurs sources de données et plusieurs choses pour renforcer ton case. Voilà, tu ne peux jamais avoir une donnée qui est... Voilà, une, en général, ne suffit pas. Et en général, il faut bâtir ton case pour pouvoir vraiment convaincre que c'est ton approche qui est la bonne, d'accord ? Donc, il réfute méthodiquement 3 théories régulièrement avancées pour expliquer les différences de développement. L'approche géographique, l'approche culturelle, l'approche par l'ignorance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du vrai dans ces choses-là, mais ils disent que ça ne rend pas... ça ne remet pas en cause la primauté des institutions, d'accord ? Donc je vais un petit peu vous parler de ça, et après on va parler du décollage, parce que pour le moment, je ne suis pas revenu au décollage, pourquoi les institutions ont changé. Là, je vous parle simplement, je vous explique pourquoi les institutions, en général, sont un levier crucial de développement économique. Mais après, je vais revenir à mon histoire du décollage. Pourquoi en 1820 en Europe ? Ça, on en revient à ça, j'oublie pas, d'accord ? Alors, les limites de l'explication géographique. On pourrait penser que les différences observées au sein des colonies européennes proviennent de différences géographiques, mais ce n'est pas le cas. En 1500, les pays situés dans les tropiques étaient parmi les plus développés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, à nouveau, il y a un peu de la roue qui tourne quand même. Hein. D'accord ? Les auteurs, donc toujours Acemoglu, Johnson Robinson, écartent aussi une explication inspirée de Jared Diamond. Jared Diamond, vous avez tous lu, je pense, et selon laquelle les colonies qui sont développées au XIXe étaient situées sur des latitudes similaires à celles de l'Europe, ce qui aurait facilité la diffusion d'innovation. Ça peut être vrai, donc je ne dis pas que tout est faux dans Jared Diamond, et c'est un livre passionnant à lire. Il faut lire des livres comme ça, comme Harari aussi. C'est quelqu'un, voilà, ce n'est pas des chercheurs, mais c'est des gens passionnants, intelligents, qui disent plein de choses intelligentes sur les gens. Et si la théorie était vraiment totalement juste, eh bien, alors c'est vrai que c'était le cas pour l'innovation agricole, il paraît difficile d'expliquer que le climat des tropiques ait empêché d'y importer des innovations industrielles venues d'Europe. Ces innovations ont d'ailleurs rencontré le succès à Singapour et Hong Kong. Donc, vous voyez, donc, ça peut expliquer la diffusion sur l'agriculture, parce que là, il faut des climats semblables, évidemment, pour exporter des cultures. Mais dès qu'on sort de domaine agricole, ça devient une explication contestable, voilà, limitée. Alors, donc ça, c'est l'explication géographique. Mais de toute façon, on a déjà vu que la géographie, ça ne pouvait pas tout le truc, puisque la Corée, le sud et le nord de la Corée, c'est la même géographie. Le sud et le nord des États-Unis, c'est la même géographie. Donc, on sait que... Et on a vu que quand on contrôlait, je regardais l'effet de la protection des droits de propriété sur le PIB par tête, où j'instrumentais la protection des droits de propriété par la mortalité des colons, eh bien, à ce moment-là, on a vu que eh bien, les facteurs géographiques n'avaient plus tellement d'effet quand j'avais fait ça. Hein, d'accord ? Il n'y avait pas d'effet résiduel important des facteurs géographiques. Bon, en plus de ce que je viens de dire là. Alors, il y a les limites de l'explication culturelle. On pourrait tenter d'expliquer le retournement de situation entre l'Afrique ou entre le sud des États-Unis et le nord par des différences culturelles entre colonies, croyances, valeurs, éthiques. Cette explication est notamment inspirée par les travaux du sociologue Max Weber, qui défendait l'idée que l'éthique protestante avait facilité l'industrialisation de l'Europe de l'Ouest. Cette théorie peine pourtant à expliquer certains phénomènes, comme le retard économique de l'Afrique. Je ne pense pas que cette théorie soit nulle. Moi, personnellement, je pense qu'il y a du tout. Je ne rentre pas dans telle chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans Max Weber. Donc, je ne suis pas en train de... Mais ça ne vous dit pas tout. Voilà. J'essaie d'être très, très nuancé. Maintenant, on me dit qu'il faut que je sois très nuancé. Faites très attention à ce que je dis. Voilà. Alors, cette théorie peine pourtant à expliquer certains phénomènes, comme le retard économique de l'Afrique, par exemple. D'accord ? Par exemple, regardez le royaume du Congo.
voyez, qui est maintenant située sur le territoire actuel de l'Angola et de la République démocratique du Congo. À la fin du XVe siècle, la capitale, Mzamza, compte 60 000 habitants, autant que Lisbonne et Londres. Et vous savez que les taux d'urbanisation sont des mesures de développement. Madison a utilisé les taux d'urbanisation pour inférer le PIB, d'accord? Donc on sait que ça veut dire que c'était très développé, d'accord? Exposé aux innovations européennes grâce à de fréquents contacts avec les marchands portugais. Les Portugais encouragent directement l'adoption de la roue et de la charrue avec des missions agricoles. Vous voyez, donc, si c'était la culture, au sens de la culture, pas la culture agricole, mais la culture, d'accord, c'est pas suffisant, quoi. Donc, par exemple, donc, je continue. Je continue sur le Congo avec K. Ces innovations échouent à se diffuser dans le royaume du Congo. Cet échec ne peut être imputé à une culture africaine refusant l'adoption de nouvelles technologies. Le fusil rencontre un très grand succès au Congo, tout comme la lecture. Alors là, je perds. Il s'explique plutôt par la forte insécurité, le fait que vous n'avez pas une bonne protection des droits de propriété, qui en fait désincite à poursuivre de l'innovation. Et là, le gros problème, c'est ça. Et on revient à des facteurs antérieurs. C'est que ce qui manque, c'est la protection des droits de propriété. D'accord ? On pourrait aussi penser que les États-Unis, le Canada et l'Australie doivent leur prospérité à l'influence de la culture anglaise. Mais comment expliquer alors que des pays comme la Sierra Leone ou le Nigeria, eux aussi sous colonisation anglaise, n'aient pas connu le même sort? On pourrait également penser que les colonies qui se sont le plus développées sont celles où les Européens se sont installés en masse, apportant avec eux une culture européenne. Mais comment expliquer que des pays comme le Japon ou Singapour, qui comptaient très peu d'habitants d'origine européenne, soient aussi prospères qu'une large partie de l'Europe de l'Ouest? Tu ne peux pas comprendre. D'accord? Alors maintenant, les limites de l'explication par l'ignorance. Alors, donc on avance parfois l'idée, donc ça, il faut s'amuser un petit peu, hein, on avance parfois l'idée que les écarts de richesse entre nations auraient pour origine une ignorance chez certains chefs d'État, des moyens d'enrichir un pays. Mais des dirigeants bien intentionnés détermineraient peu à peu les mesures les plus à même d'assurer la prospérité, ce qui leur permettrait de rattraper leur retard. D'accord? La comparaison entre les États-Unis et le Mexique illustre les insuffisances de l'explication par l'ignorance. À la fin du... Oh, je n'arrive plus là. J'essaye de... Des fois, je vais trop vite. Non, ça ne va pas là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est bon. À la fin du XIXe siècle, le Mexique fait le choix de privilégier des institutions économiques enrichissant une élite au détriment du reste de la population. Les États-Unis font la fin, c'est Porfirio Díaz. Moi, j'étais marié à quelqu'un de Mexique, donc je connais un petit peu d'histoire du Mexique. Voilà. Donc c'est Porfirio Díaz, quoi. Vous avez connu un peu, vous avez dû voir Viva Zapata, etc., qui essaient de changer un petit peu tout ça. Voilà. Les États-Unis font le choix inverse. Il paraît difficile d'expliquer ces choix opposés par l'ignorance des colonisateurs ou des chefs d'État qui leur ont succédé. D'accord? Donc je parlais de Porfirio Díaz contre Teddy Roosevelt. Cette opposition semble plutôt provenir des contextes institutionnels, politiques propres à chacun des pays. Alors maintenant, je vais parler de Venise. On va aller maintenant faire un petit tour à Venise. Allons faire un tour à Venise. Moi, je vais boire un petit peu d'eau quand même. Alors, Venise. À la fin du Moyen-Âge, Venise est une des villes les plus riches du monde. En 1333, la cité des Doges compte autant d'habitants que Paris et 3 fois plus que Londres. À nouveau, je mesure le PIB par le taux d'urbanisation. Ce succès doit beaucoup, je fais attention de bien respecter la ligne jaune, ce succès doit beaucoup au développement de l'activité marchande à Venise après son indépendance en 810, dans un contexte où l'Europe retrouve une stabilité qu'elle avait perdue depuis la disparition de l'Empire romain. La situation géographique de Venise au centre de la Méditerranée, ainsi que sa riche tradition maritime, ont indéniablement contribué à cet essor commercial. Mais le développement de la ville doit beaucoup à des innovations contractuelles. Et c'est là que je reviens aux institutions. C'est-à-dire que, par exemple, le développement de la commenda. On dit la commenda, Patricia? C'est ça? Génial. Qui ont rendu plus inclusives les institutions économiques de Venise. Alors, je vais vous parler de la commenda. Le commerce maritime requiert d'importants investissements, coûts fixes d'achat du navire, pour un risque élevé d'échec, piraterie, naufrage, retard, et une faible probabilité d'un revenu très élevé.
C'est très risqué de faire du commerce. La Comenda répond à ces difficultés grâce à un partage des risques et des bénéfices entre l'investisseur et le commerçant voyageur. En fait, l'arrangement contractuel, c'est que l'investisseur fournit des marchandises aux commerçants voyageurs qui voyagent pour les vendre en échange d'une part des bénéfices déterminés à l'avance. Ce contrat constitue un des premiers exemples, en fait, de société par action. D'accord ? Le système de Comenda constitue une opportunité de mobilité sociale pour les commerçants voyageurs, ce qui leur permet d'intégrer l'élite. Donc vous avez des gens, c'est toujours mon histoire schumpeterienne, les nouveaux talents. Et là, vous avez des jeunes, des gens talentueux qui arrivent comme ça à gravir l'échelle sociale en rentrant dans ce genre de relations et en développant le commerce. L'inclusion économique et la mobilité sociale poussent le système politique lui-même à s'ouvrir davantage. À la fin du XIIe siècle, 3 grandes innovations institutionnelles viennent limiter le pouvoir du Doge. Donc c'est toujours l'idée qu'il faut limiter le pouvoir. Si je donne un pouvoir illimité à l'exécutif, il s'arrange avec les intérêts en place pour empêcher toute nouvelle innovation. Toujours la même histoire. Ça, c'est vieux comme le monde. Hein ? D'accord ? Alors d'abord, il y a la création d'un grand conseil composé d'aristocrates, mais également de 100 nouveaux membres chaque année. Et il y a création d'un autre conseil composé qui est en fait élu par tirage au sort au sein des membres du Grand Conseil. Et ce conseil nomme le Doge. Vous voyez, donc vous avez le Grand Conseil, et au sein du Conseil, vous tirez au sort un sous-groupe qui va élire le Doge. C'est un peu comme, vous voyez, c'est très... Le nouveau Doge doit prêter serment afin de limiter son pouvoir. D'accord ? Ces institutions politiques plus inclusives favorisent à leur tour l'émergence de nouvelles institutions juridiques d'abord, l'apparition de magistrats indépendants, nouvelles lois sur les contrats et les faillites, et de nouvelles institutions financières, l'apparition du premier système bancaire moderne. C'est extraordinaire, Venise. Hein ? Ces institutions inclusives soutiennent la croissance économique, mais cela s'accompagne de destruction créatrice, parce que chaque nouvelle cohorte de commerçants enrichi par la Comenda, réduit évidemment, ça remet en cause les profits réalisés par ceux qui sont en place. Toujours la même histoire, c'est schumpeterien, du bout du monde, c'est le prix de cette année. Quoi, voilà. Remet en cause le pouvoir politique également. Donc, évidemment, tentation pour ceux qui sont en place de mettre en place des barrières à l'entrée. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Après la Comenda, il y a la serrata. Serrata, ça veut dire on ferme. D'accord ? Donc, le Grand Conseil se ferme à la mobilité sociale. En 1286, tout nouveau membre proposé au Grand Conseil sera automatiquement admis si son père ou son grand-père a déjà servi au Grand Conseil. Donc, on établit des liens dynastiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est pas bon. Évidemment, ça limite la mobilité. Hein. D'accord ? En 1297, vous voyez, c'est intéressant, c'est un peu comme la Russie, vous voyez, ça vient par petits morceaux, on empiète la démocratie, vous voyez. En 1297, la nomination et l'approbation d'une candidature au Grand Conseil devient automatique pour toute personne y ayant siégé au cours des 4 dernières années. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on rend la mobilité plus faible, évidemment. Se tournant vers des institutions plus extractives dans le domaine politique, se transmet au champ économique. On va interdire la Comenda. Et voilà. On nationalise le commerce qui est désormais opéré par des galères. Je ne sais pas si on dit des galères. Galère, ça fait... Que diable allait-il faire dans cette galère ? Mais enfin, c'était un peu... C'est des galères. Comment on peut traduire galère ? Voilà, bref, c'est des galères. En fait, c'est des galères. Oui, c'est le mot exact. Moi, je pense toujours à Scapin quand je pense aux galères, mais bon. En 1324, la taxation élevée des individus souhaitant devenir marchands. On te dit, tu veux devenir marchand, il faut que tu payes un droit d'entrée très élevé. Donc, la serrata transforme le commerce vénitien en une chasse gardée de la noblesse. Ce monopole des gens en place entraîne le déclin économique de la ville. La population vénitienne décroît entre 1400 et 1800, alors que la population européenne progresse. C'est extraordinaire, hein ? Vous voyez, l'histoire se répète. Aujourd'hui, l'économie vénitienne repose presque uniquement sur le tourisme. Venise est devenue un musée. Ça, c'est le côté sympa. Et Venise est un merveilleux musée. Mais voilà,
Ce n'est pas la ville développée qui aurait pu être voilà, un phare du développement. On peut faire le parallèle avec l'essor puis le déclin de la Rome antique, qui s'accompagne d'une ouverture politique progressive, la création de la République, puis d'une fermeture, l'instauration de l'Empire. Mais à Rome, les institutions économiques restent majoritairement extractives sur l'ensemble de la période. Venise n'est pas le seul exemple où la peur de la destruction créatrice a limité le développement économique. Vers 1450, Gutenberg invente l'imprimerie à Mayence, nous l'avons vu au cours du premier cours, dans l'ouest de l'Allemagne. Cette innovation se diffuse rapidement dans toute l'Europe de l'Ouest, mais pas au sein de l'Empire ottoman. Le pouvoir politique lutte contre la diffusion de la presse. En 1485, interdiction aux musulmans d'imprimer en caractère arabe par un édit du sultan Bayezid II, pas 3 ou 4. 1515, renforcement de l'interdiction par le sultan Sélim Ier. En 1727, autorisation de la première presse à imprimer par le sultan Ahmed III, mais sous étroite surveillance à travers une relecture systématique des ouvrages imprimés par un comité d'experts en droit islamique. D'accord ? Entre 1727 et 1797, la première famille d'imprimeurs ne publie que 24 ouvrages. Les élites ottomanes redoutent la destruction créatrice que va provoquer l'introduction de l'imprimerie. La diffusion, évidemment, ils redoutent la diffusion au sein de la population d'idées subversives qui pourraient remettre en cause le status quo politique et social. D'accord ? Contournement de la diffusion essentiellement orale de la connaissance qui réduit le contrôle des élites, notamment religieuses, sur le savoir. Ces choix ont des conséquences économiques sur le long terme. En 1800, seuls 2 à 3% des citoyens ottomans savent lire et écrire, contre 60% des hommes et 40% des femmes en Angleterre. C'est radical, hein ? Nous abordons, maintenant, on va parler du rôle du progrès technologique, mais je parlerai des vagues technologiques la prochaine fois. Mais déjà, je voudrais dire que l'innovation technologique requiert un environnement institutionnel favorable et une bonne protection des droits de propriété. Et puis, il requiert également que les innovateurs d'hier ne s'opposent pas à l'entrée de nouveaux innovateurs. C'est toujours la même histoire. Je dois protéger vos droits si vous innovez, mais je dois être sûr que vous n'allez pas utiliser ça pour empêcher des nouveaux. C'est toujours cette contradiction qui est au cœur du paradigme schumpeterien. Le modèle que j'ai développé avec Howitt et de croissance, c'est vraiment au cœur de ce modèle, c'est cette contradiction. On va revenir tout le temps sur cette contradiction. C'est vraiment au cœur du processus de croissance. Alors, je vais maintenant parler de institutions et d'écolage, d'accord ? Alors, donc voilà. Donc, je voudrais parler. Donc, je reviens maintenant à cette courbe. Et ce que je veux comprendre, c'est pourquoi le décollage a lieu aux alentours de 1820, et ça commence en Angleterre, puis la France, et pas en Chine, qui était un pays très peuplé, et donc il y avait toutes les raisons d'avoir l'effet d'échelle, il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait pas l'effet démographique, et il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas l'effet technologique. Pourquoi ça se passe? Et c'est un pays qui a inventé beaucoup. Pourquoi ce n'est pas en Chine? Pourquoi c'est en Europe? D'accord. Donc je vais maintenant parler de ça. Plusieurs facteurs institutionnels semblent pouvoir expliquer pourquoi le décollage a eu lieu dans ce contexte en Europe. D'abord, il y a les institutions politiques, limitation de l'arbitraire, protection de la propriété privée. Il y a les institutions économiques, protection de la propriété intellectuelle. Et donc, on va un petit peu parler de ces deux choses-là. Et il y a la concurrence, qui va favoriser la destruction créatrice. Si j'empêche un nouvel innovateur en France, elle ou il peuvent aller en Suisse, peuvent aller en Angleterre, qui seront à ce moment-là des concurrents de la France. Ça a été très important. Vous n'avez pas cet élément de concurrence. Donc c'est vraiment institution politique, institution économique et la concurrence. Mais je vais parler de tous ces éléments. Alors d'abord, la chute de l'absolutisme. Donc je vais parler de la... Donc en fait, un premier élément déterminant pour comprendre le décollage, c'est le changement d'institution politique que connaît l'Angleterre à la fin du XVIIe siècle. À l'issue de soubresauts politiques, le pays renonce à l'absolutisme au profit d'une forme de pluralisme. Mais ça ne va pas venir tout seul. Et donc là, c'est la grande histoire. En fait, en résumé, c'est qu'il va y avoir on va réduire le pouvoir du roi et de la royauté, et ça va permettre l'éclosion de nouvelles institutions économiques. Et donc ça va être la Révolution glorieuse. Mais ça, c'est l'histoire en une phrase. Maintenant, je vais développer, d'accord ?
Donc d'abord, donc là, il y a, donc à nouveau, c'est Douglas North et Weygast, ça c'est vraiment les papiers qui donnent le prix Nobel à Douglas North, évidemment. Cet article souligne l'importance pour le développement économique d'institutions politiques qui limitent la capacité du pouvoir en place de modifier les droits de propriété à son propre bénéfice. En l'absence de telles limites, les bénéfices espérés d'un investissement sont plus faibles, car les citoyens sont moins incités à investir. Donc il faut vraiment que le pouvoir exécutif soit restreint, sinon il peut venir à n'importe quel moment tout vous prendre. D'accord? Et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir les contraintes sur l'exécutif. Pourquoi c'est tellement important pour le développement économique? Parce que sinon, vous avez un pouvoir totalement arbitraire qui peut venir à n'importe quel moment vous exproprier, et vous anticipez ça à l'avance et vous n'investissez pas. D'accord? Donc, par exemple, l'Espagne, la persistance de l'absolutisme retarde l'essor de la croissance économique à long terme. La proclamation de la protection des droits de propriété est un premier pas, mais elle n'est pas suffisante. L'engagement du pouvoir politique à limiter son pouvoir est également, il faut que ça soit crédible. Il existe deux moyens complémentaires d'assurer cette crédibilité. La réputation, le gouvernement souhaite établir un précédent de conduite responsable pour s'assurer de bonnes relations futures avec les acteurs économiques. On peut dire que ça c'est un peu la Chine. La Chine de Deng Xiaoping, c'est un peu ça, quoi. J'établis une réputation de ne pas mêler. En gros, c'est un contrat implicite. Deng Xiaoping n'a jamais écrit un contrat. C'est ce qu'on appelle un contrat implicite. On interagit de manière répétée, mais il y a en gros un gentleman agreement, c'est-à-dire que le pouvoir en Chine, Deng Xiaoping fait comprendre aux acteurs économiques qu'il ne se mêlera pas de leurs affaires si eux ne se mêlent pas de la politique. En gros, c'est ça. Et un petit peu la crainte en Chine maintenant, c'est que Xi Jinping ait rompu un peu ce contrat. Vous voyez, donc oui ou non, quoi. Et là, voilà, quand il a fait arrêter M. Ma, voilà, et donc, est-ce que là, il n'était pas en train de remettre en cause ce contrat implicite? Donc ça, c'est l'effet de réputation. Il n'y a pas de contrat écrit, mais on établit un accord implicite entre nous, d'accord? Donc ça, c'est très important. Il y a la contrainte, le gouvernement. Alors ça peut être aussi parce que le gouvernement est forcé de respecter ses engagements, d'accord? La volonté de préserver une bonne réputation résiste généralement mal à des situations difficiles de guerre, par exemple. Et la contrainte devient alors la seule solution. Si l'Angleterre a été le premier pays à décoller, c'est qu'elle aussi parmi les premiers à avoir établi une telle contrainte. Et ça a été le résultat de la Révolution glorieuse. Donc on va un petit peu maintenant s'attarder sur la Révolution glorieuse, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au départ, vous avez l'absolutisme des Stuarts. En 1603, l'union des couronnes. Jacques VI Stuart, roi d'Écosse, devient également roi d'Angleterre à la mort de sa cousine Élisabeth Ier. De multiples guerres avec ses voisins européens vident les caisses du royaume. En réponse, les rois Stuarts recourent de plus en plus à l'arbitraire royal pour s'approprier les richesses de leurs sujets. Et d'ailleurs, en Espagne, c'était souvent comme ça aussi. Moi, j'ai un ami qui a beaucoup étudié l'Espagne. Il fallait pouvoir librement exproprier tout le monde pour financer des guerres, quoi. D'accord? Donc, on augmente les droits de douane. En théorie, celle-ci doit être validée par le Parlement, comme tout changement d'impôt, mais le roi contourne le Parlement. Donc on est avant la Révolution glorieuse, d'accord? Les emprunts forcés, le roi contraint ses prêteurs à le financer à des taux d'intérêt qu'il décide seul et sans toujours les rembourser. La vente de monopoles, transformation du système des brevets en moyen d'exproprier les innovateurs pour vendre des monopoles industriels. Vente de pairies, le nombre de lords double. Et d'autres types nobiliaires. Et évidemment, c'est payant, hein, d'accord? Et c'est moi qui décide vous voyez, d'accord? C'est comme d'émettre de la monnaie, quoi. J'émets des titres de nobilité. Voilà. Rachat à bas prix de certains biens au don de l'intérêt commun. Vente de dispenses exemptant un individu de respecter une certaine loi ou restriction. Et ça, c'est totalement à la discrétion du roi, d'accord? L'attitude du roi est régulièrement contestée par ses sujets via différents moyens. Rédaction par le Parlement de listes de doléances qu'il pose comme contrepartie au vote de nouvelles taxes. Vote de loi, statut des monopoles, interdit l'utilisation des brevets pour attribuer un monopole à une activité existante. Il n'y a que le roi qui peut dire toi t'es monopole, toi t'es pas monopole ou vendre. Il n'y a pas de système de brevet, d'accord? Action des juges, affaire des monopoles. Le tribunal déclare les monopoles illégaux en common law. Le roi passe outre cette opposition en s'appuyant sur le cadre institutionnel existant. La Royal Prerogative permet au roi de légiférer par proclamation ou ordonnance et de suspendre une loi ou de dispenser certains individus de la respecter, contrôlé par un système judiciaire qui est aux ordres. D'accord?
La Star Chamber, c'est une cour d'appel contrôlée par le roi, ce qui lui permet de retourner les jugements en common law qui lui seraient défavorables. Le paiement des juges par le roi, utilisé comme moyen de pression. Par exemple, le limogeage du Chief Justice Crew pour s'être opposé au roi. D'accord ? Le recours à l'arbitraire n'est pas nouveau. En 1290, Édouard Ier avait confisqué la richesse des Juifs en les expulsant du royaume. Mais elle génère cette fois une intense opposition du Parlement qui débouche sur une guerre civile de 1642 à 1651. En 1649, exécution du roi Charles Ier, abolition de la monarchie au profit d'une république appelée le Commonwealth d'Angleterre. D'accord ? De nombreux changements institutionnels sont effectués. Abolition de la monarchie, de la Chambre des Lords et de la Star Chamber, application des restrictions des monopoles votées sous la monarchie, renouvellement régulier du Parlement pour s'assurer qu'il siège, démantèlement de l'administration royale, levée de certaines restrictions sur la propriété de la terre qui favorisent la mobilité du capital. L'expérience républicaine se solde par un échec et la restauration des Stuarts avec le roi Charles II en 1660. L'Angleterre renoue alors avec l'absolutisme, ce qui suscite à nouveau une forte opposition. En 1688, le Parlement ne supporte plus l'arbitraire royal et la sympathie de Jacques II pour le catholicisme. Il fait appel à Guillaume d'Orange, gendre du roi, pour le remplacer. Jacques II s'enfuit en France et Guillaume devient roi d'Angleterre. Mais en échange, le Parlement exige de lui une refonte des institutions politiques du pays. Donc on va arriver petit à petit en monarchie constitutionnelle et pas en monarchie absolue. Un régime représentatif est mis en place pour limiter l'arbitraire royal. Rose centrale du Parlement réaffirme sa compétence exclusive pour la mise en place d'une nouvelle taxe. Compétence du Parlement pour réaliser un audit de l'utilisation par le pouvoir royal des recettes attribuées par le Parlement. Encadrement de la royal prérogative. Suppression des prérogatives courts, les tribunaux de common law deviennent compétents pour toute affaire, indépendance des juges, ils ne peuvent être démis que s'ils commettent un crime ou par un vote conjoint des deux chambres. Vous voyez comment on arrive à la restreinte sur l'exécutif ? D'accord ? Outre ces nouvelles institutions, la menace permanente d'une nouvelle destitution est très dissuasive. Le Parlement ne remplace pas le roi comme pouvoir arbitraire. Le Parlement, donc il y a des clivages au sein du Parlement, il y a diversité de ses membres, seul le roi peut décider une nouvelle dépense. Disparition de l'administration très centralisée qui avait fait la force de l'arbitraire royal. Donc voilà, il y a, mais quand même, voilà, on ne remplace pas le roi, mais quand même, on limite son pouvoir quand même. Donc il y a un compromis, on arrive à un arrangement. Outre ces nouvelles, voilà, donc... Alors je continue. Comment passe-t-on de cette libéralisation politique à une libéralisation économique ? Eh bien, les années qui suivent la Glorious Revolution, la Révolution glorieuse, sont marquées par un essor des marchés de capitaux en Angleterre. Dans un premier temps, se développe un marché des capitaux publics qui permet de financer le nouveau régime. Et en 1694, vous avez la création de la Banque d'Angleterre pour gérer les paiements de dettes publiques. Cela entraîne également le développement de marchés de capitaux privés. La Banque d'Angleterre diversifie son activité en direction du secteur privé. D'autres banques voient le jour. Vous avez 70 banques en Angleterre en 1800. Par conséquent, et alors ce qui va se passer, c'est que les taux d'intérêt diminuent, et ce qui permet de financer davantage de projets. Le marché des actions se développe également. La libéralisation économique et le développement des marchés constituent un premier pas. Ils sont une étape essentielle à la révolution industrielle, mais celle-ci ne va intervenir qu'un siècle plus tard. Mais vous avez déjà les éléments. Vous n'avez pas ça en Chine. Donc vous avez déjà, ça c'est déjà mis en place. Donc déjà, vous voyez, l'imitation du pouvoir du roi qui permet le développement d'un marché, d'un secteur financier, c'est déjà un pilier de la révolution industrielle. D'accord ? D'autres facteurs institutionnels ont contribué en plus au décollage. Alors comment expliquer que le décollage n'ait pas eu lieu en France ou aux États-Unis juste après leur révolution respective ? Alors, on va voir qu'il y a un autre... donc là, j'ai vu tout le côté... la Révolution glorieuse, la mise en place qui conduit au développement d'un système financier favorable à l'innovation. Mais il y a un autre élément qui est très favorable à l'innovation, c'est évidemment la protection des droits de propriété intellectuelle. Alors, je reviens à notre ami Mokir, d'accord ? Donc ça, je vous ai montré ça. Ce que je vais mettre sur le site du collège, c'est peut-être un article, c'est l'article du Nobel de cette année. Alors évidemment, vous allez croire que c'est ça pour moi-même, mais c'est vraiment, je vais regarder sur la partie Mokir, non, je ne regarde pas du tout la mienne, et ils expliquent vraiment très bien ce qu'a fait Mokir aussi.
Et je vous conseille de le lire. Donc c'est un papier de 50 pages, mais il y a une vingtaine de pages consacrées à Mokir. Et je vous conseille de la lire vraiment. Ça résume ces papiers-là, très bien. Je vais la mettre. Patricia, on peut mettre ça sur le site du cours, le papier que je vais envoyer sur le papier Nobel. Oui. Patricia, elle ne fait pas comme ça. C'est oui, oui, oui. C'est pas un... Bon, d'accord, super. D'accord, très bien. Bon, donc je continue. Donc la protection des droits de propriété intellectuelle joue un rôle majeur dans l'émergence de la révolution industrielle en encourageant le développement d'innovations. Elle assure à l'innovateur une rente qui le récompense de son effort de recherche. Abraham Lincoln dit la chose suivante: le système de brevet a ajouté le carburant de l'intérêt au feu du génie. Comme c'est beau, hein, quand même, là. Hein? Ils étaient quand même bons, les politiciens, ils avaient des bonnes formules, quand même. Alors, elle permet la diffusion de l'innovation grâce à la publication du brevet. Parce qu'en fait, dans un brevet, qu'est-ce que vous avez dans un brevet? Ça, vous compreniez un brevet, qu'est-ce que c'est? Ça a deux parties. Le brevet, vous devez décrire ce que vous avez fait. Je vous ai déjà dit, la croissance par l'innovation, c'est la diffusion, c'est l'innovation cumulative. Je marche sur les épaules de géants. Je construis à partir de ce qui a été fait avant. Pourquoi le système de brevet permet tout ça? Parce que le brevet fait deux choses en parallèle. Le brevet, d'un côté, ça protège les droits de propriété. C'est-à-dire que si vous avez un brevet, vous êtes le seul à pouvoir exploiter votre invention. On ne peut pas vous imiter. Si on vous imite, eh ben, l'imitateur, le plagieur, eh ben, il est sujet à la justice, il peut être jugé, quoi. D'accord? Donc la première partie d'un brevet, c'est la partie protection de l'innovateur. Mais en retour, vous devez expliquer ce que vous avez fait, ce qui permet à d'autres gens de bâtir à partir de ce que vous avez fait. C'est ça le contrat du brevet. C'est-à-dire que le brevet, il y a des droits et des devoirs. Les droits, c'est que je suis le seul à pouvoir exploiter, mais je dois diffuser, je dois expliquer ce que j'ai fait, ce qui va permettre à d'autres gens de ne pas réinventer la roue à chaque fois, mais de pouvoir partir de ce que moi j'ai fait pour continuer. Ça, c'est le génie du brevet. Vous voyez ce que je veux dire? Le brevet, c'est génial, parce qu'à la fois, vous faites d'une pierre deux coups, à la fois, vous donnez des rentes à l'innovateur, mais en même temps, vous permettez à d'autres personnes de bâtir et d'être des innovateurs de demain, et de bâtir et de ne pas avoir à réinventer la route. On évite le mythe de Sisyphe, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas à gravir la montagne depuis tout en bas. Je peux partir de là où se trouvait l'innovateur pour aller au-delà. Et ça, c'est le génie du brevet. C'est formidable. Quand on y pense, c'est un truc génial, le brevet. D'avoir pensé qu'on mettait les deux ensemble, vous voyez? C'est formidable. Ça a l'air totalement évident pour nous. Mais c'est crucial. Si vous êtes dans un monde choupétérien, vous comprenez tout de suite pourquoi il faut des brevets. Il faut à la fois protéger l'innovateur et ne pas empêcher d'autres d'arriver. Donc, vous devez diffuser le savoir maintenant. Les institutions assurant la protection de la propriété intellectuelle ont contribué donc au décollage économique, d'accord? Alors, je vais parler après de ce qu'il y avait avant, le règne du secret. Avant la mise en place des brevets, eh bien, c'était le secret. Alors, par exemple, Coca-Cola, je crois que c'est toujours un secret, quoi. Hein? Il n'y a pas de brevet du Coca-Cola, quoi. Au Moyen-Âge, les métiers étaient souvent encadrés par des guildes. Ça, je vous en ai parlé déjà, mais je reviens, et vous savez comment je fonctionne. Je fonctionne, moi, par spirale. Donc, vous avez l'impression que je me répète, mais en fait, je fais comme ça. D'accord? OK? Donc, c'était encadré par des guildes qui gardaient précieusement les connaissances techniques acquises, qui s'est gardé pour eux, quoi. Seuls les apprentis méritants étaient l'initié à la compréhension des techniques, et cela limitait fortement l'échange de savoir et donc l'amélioration des techniques. C'était très difficile pour d'autres gens de dire je vais bâtir à partir de ce qui a été fait là. Surtout des gens très innovants. C'était les gens qui avaient le savoir, c'était des gens qui travaillaient pour eux, ils restaient là, ils ne bougeaient pas, quoi. Tu vois? D'accord? Alors là, donc en fait, Mokir, dans son livre Gifts, cadeau d'Athéna, propose deux illustrations de cette culture du secret dans les siècles qui précèdent le décollage de l'Ottomanie. Donc ça, je parle vraiment du Nobel de Mokir. Si vous regardez le prix Nobel de Mokir, il parle notamment beaucoup de ce livre, Gifts of Athena. D'accord? Donc, eh bien, Venise au XVe, la querelle entre abbassistes et algoristes au début du XVe, et donc je vais parler de ça. Au XVe siècle, donc Venise prenait soin de protéger les connaissances qui faisaient de Venise eh bien, un endroit en pointe dans certains domaines. Par exemple, vous êtes tous allés à Murano. Vous êtes, pas tous, mais certains d'entre vous, vous êtes allés à Murano, non? Vous avez fait le voyage au Murano. Voilà, les individus nés sur l'île avaient l'interdiction de la quitter de peur qu'ils ne révèlent les secrets du ver vénitien. Il n'y avait pas les vaporetto. Hein. Tu ne pouvais pas aller... hein, c'est ça, en gros, hein, Patricia. Hein. Le vaporetto, c'est une grande institution de développement économique. Hein. Voilà. La construction navale, l'accès aux arsenaux était formellement interdit aux étrangers.
L'historien Georges Renard rapporte une loi vénitienne de 1454. Si un ouvrier, ça rigolait pas, hein, si un ouvrier transporte dans un autre pays un art ou un artisanat au détriment de la République de Venise, on lui ordonnera de revenir. Ça fait un petit peu ce que certains disent si, je ne veux donner aucun exemple d'aujourd'hui, tu te retrouves à l'aéroport, bon, je ne fais référence à personne. Donc si un ouvrier transporte dans notre pays un art ou un artisanat au détriment de la République, on lui ordonne de revenir. S'il désobéit, ses parents les plus proches seront emprisonnés. Et s'il persiste, des mesures secrètes seront prises pour le tuer où qu'il se trouve. C'est du hard, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc ça, alors maintenant, on passe de Venise aux abacistes. Alors les abacistes utilisent des chiffres romains et l'abaque, un outil de calcul proche du boulier, mais fonctionnant avec des jetons. Les algoristes utilisent les chiffres arabes et les formules d'algèbre. Chaque camp garde ses algorithmes secrets, faisant prêter serment de sang à leurs étudiants, sans lesquels ils s'engagent à ne rien révéler de l'enseignement reçu. L'absence de communication entre les deux écoles a profondément ralenti les progrès des mathématiques à l'époque. D'accord. Alors maintenant, on revient maintenant à la Révolution glorieuse. Mais voilà, donc on a vu que l'un des facteurs qui ont alimenté le rejet de l'arbitraire en Angleterre, c'était l'utilisation abusive par le roi des brevets. Le système de brevets anglais était détourné de sa fonction première, qui était de donner. Et pourquoi c'est détourné? Parce que c'est le roi qui décide que vous avez le monopole. Ce n'est pas vous qui inventez et vous avez un brevet qui décide qui fait que vous êtes monopole et puis quelqu'un d'autre viendra. C'est le roi qui décide si vous êtes monopole ou pas. Et vous pouvez le rester indéfiniment. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait que quelqu'un, vous faites une invention, eh bien il y a un conseil des brevets qui décide de breveter, mais c'est pas arbitraire, c'est des gens qui changent, c'est comme des juges, quoi. Ils sont indépendants du pouvoir politique, et l'office des brevets les offices de brevets sont des offices indépendants, et ils ont des juges, et c'est vérifié, et s'il y a des abus, c'est vérifié également. C'est pas le roi qui décide, je te donne à toi un droit de monopole ou pas, quoi. Voilà, d'accord. Donc, et donc, par exemple, le brevet sur l'utilisation du sel, par exemple, le roi qui donne le brevet. Dans ce côté, le système de brevet ne remplit pas son rôle de protection. William Lee, par exemple, William Lee invente la machine à tricoter les bas. Sous la pression des guildes de bonnetiers qui craignent pour leurs artisans, la reine Élisabeth Ier lui refuse le brevet. J'ai trop d'amour pour mes pauvres sujets qui gagnent leur pain grâce au travail du tricot pour soutenir financièrement une invention qui les conduira à la ruine en les privant d'emploi et en faisant d'eux des mendiants. Donc, ce qui se passe, c'est que William Lee émigre en France, trouve du soutien auprès d'Henri IV qui lui accorde un brevet. Et vous voyez la concurrence entre pays. Déjà, on la voit poindre. Vous voyez le rôle. Ça, vous n'avez pas ça en Chine. En Angleterre, tu peux toujours venir en France ou vice-versa. Mais en Chine, tu peux aller que dans le désert du Gobi où tu as des restes de dinosaures. Tu ne vas pas très loin, hein. D'accord. Bon. Voilà. Donc, en 1610, assassinat d'Henri IV, et le brevet est révoqué avec l'assassinat d'Henri IV. Ça, c'est Et voilà, donc son brevet à lui, hein, c'est le brevet de William Lee qui est révoqué, et il meurt dans la pauvreté en 1614. Alors la Glorious Revolution va réformer le système de brevets et met fin au monopole. En parallèle, le Parlement multiplie les prix au sens les récompenses, quoi, financières pour les ingénieurs et les inventeurs, renforçant les incitations à l'innovation. Donc ça veut dire que ça va doper l'innovation en Angleterre. Et donc, ça va permettre l'émergence de technologies qui vont constituer le cœur de la révolution industrielle. Et vous voyez que tout ça, eh ben, ça vous donne le décollage. Voilà, vous voyez. Et ça, on comprend pourquoi ça se passe en Europe, en Angleterre d'abord, et pas en Chine. Vous voyez, par contraste avec cette explication-là et cette explication-là. Vous voyez comment celle-ci est beaucoup plus... Alors peut-être qu'il y a un peu du reste, mais la explication institutionnelle est très importante. Alors l'Angleterre montre la voie en matière de protection de propriété intellectuelle, rapidement suivie par les États-Unis, la France. Voilà. Et donc, alors je ne sais pas si vous avez vu. Alors il y a deux exemples. Alors évidemment, c'est très amusant, c'est intéressant. Ce n'est pas des exemples, parce que David Séchard, c'est un héros de roman. Et Whitney, je pense que c'est un personnage réel, je crois, non? Donc là, on ne va quand même pas les mettre sur le même plan. L'un, c'est un héros de roman de Balzac. Vous avez lu Les Illusions perdues? David Séchard, c'est dans Les Illusions perdues. C'est l'ami du héros, c'est le grand ami du héros principal. Et donc, on va parler de David Séchard. Alors, c'est David Séchard ou les souffrances de... Donc, c'est un personnage de Balzac dans Les Illusions perdues. J'en parle un peu. J'avais une collègue qui est journaliste au Figaro qui a publié un livre où elle repense l'histoire économique à la lumière des romans et des livres. C'est un très beau livre.
Anne de Guigné, elle s'appelle. Et j'ai eu la chance, enfin, j'ai fait la critique de son livre et je parle de David Séchard. Voilà. Donc David Séchard, c'est un personnage de Balzac dans Les Illusions perdues, c'est un fils d'imprimeur, et on en parle d'ailleurs. Voilà. Donc, il découvre, donc c'est un personnage, hein, c'est pas un personnage réel, c'est un personnage de roman. Il découvre un procédé permettant de produire du papier à un coût plus faible en utilisant des fibres végétales. Il ne dépose pas de brevet en raison du coût de breveté. Breveté, ça serait 10% du prix de son imprimerie contre 600 € aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est rien. Le prix d'un brevet comparé à ce que ça rapporte, à l'époque, c'est 10%. D'accord ? Et donc, eh bien, ce qui se passe, c'est que on le force à accorder la libre utilisation de son procédé à ses concurrents, les frères Cointet, en échange de l'effacement d'une dette, parce qu'il est endetté. Et donc, les frères Cointet, eh bien, lui volent, lui prennent son innovation. Et vous voyez, vous êtes dans ce monde-là. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir David Séchard. D'accord ? Vous voyez, c'est très intéressant, les romans. Ça vous dit beaucoup de choses sur l'histoire. Ça vous informe vraiment de développement institutionnel ou d'autres éléments de l'époque. Voilà. Alors maintenant, je vais parler maintenant d'un personnage réel, qui n'est plus un personnage de roman. C'est Eli Whitney et le cotton gin. Donc Eli Whitney est américain. En 1793, il invente le cotton gin, une machine permettant de séparer la graine de coton de sa tige. Il dépose un brevet en 1794. Les autorités gouvernementales ne font rien pour respecter ce brevet. Whitney engage de nombreuses dépenses judiciaires pour faire valoir ses droits. En 1797, faillite de l'entreprise, dont les profits sont absorbés par ses frais judiciaires. Voyez. Whitney décide de ne plus jamais breveter et déclare « Une invention peut avoir une valeur telle qu'elle est sans valeur pour l'inventeur ». C'est belle. Alors, je vais parler de la concurrence entre États maintenant, qui est le dernier élément. Et après, nous nous arrêterons là. Voilà. Donc, concurrence entre États. Pourquoi les innovations de la révolution industrielle, essentielles au décollage de la croissance, sont-elles évoluées en Europe et non en Asie ? Et là, c'est à nouveau Joël Mokyr. Lui dit cela s'explique par la fragmentation politique de l'Europe qui a créé une concurrence entre pays, notamment pour attirer les esprits les plus brillants. La Chine est historiquement une région d'invention. Comme je vous ai dit, l'horloge, tiens, j'avais pas oublié l'horloge, la boussole, la poudre à canon, le papier-monnaie, la porcelaine, les hauts fourneaux, le râteau, le rouet et l'énergie hydraulique y naissent également au même moment qu'à l'autre bout de l'Eurasie. D'accord ? Mais sous la dynastie Song, la Chine est à la frontière dans de nombreux domaines. En 1500, le niveau de vie en Chine est comparable à celui de l'Europe, mais sous les dynasties Ming puis Qing, le régime chinois adopte des mesures qui vont grandement limiter l'innovation. Et on revient toujours à la même histoire qui se répète. Vous voyez, l'être humain, c'est l'être humain, et voilà. Mais il y a les institutions qui évoluent. D'accord ? Donc en 1661, l'empereur Kangxi ordonne à toutes les personnes vivant le long de la côte de se déplacer à 30 km à l'intérieur des terres pour être plus isolés. Pour ne pas pouvoir se déplacer, aller sur les mers, se déplacer. Jusqu'en 1693, interdiction de la navigation partout sur la côte. D'accord ? Cette interdiction est périodiquement réimposée au XVIIIe siècle. Le retard technologique de la Chine est particulièrement criant lors de la première guerre de l'opium. Face à l'essor de la contrebande d'opium dans le pays, l'empereur Dao Gang décide de réagir en détruisant des stocks d'opium à Nankin. Les Britanniques, principaux organisateurs du trafic, réagissent en envoyant une flotte de guerre. Les troupes chinoises sont écrasées par la supériorité technologique britannique. Victoire totale pour l'Angleterre, lourde indemnité de guerre. Hong Kong, le statut de nation plus favorisée, émerge. D'accord ? Donc pour Issam-Oglu, ces mesures s'expliquent par une peur de la destruction créatrice. Les empereurs étaient, ça c'est leur livre, Why Nation Fails, les empereurs étaient attachés avant tout à la stabilité politique de leur régime. Le commerce maritime international était vu comme une menace à cette stabilité car il constituait une porte d'entrée pour de nouvelles idées et des innovations technologiques. Ils avaient peur pour leur pouvoir. Ils avaient peur que des gens puissants économiquement deviennent puissants politiquement. On sait que ça peut arriver. Je ne donne pas de nom. D'accord ? Les seules innovations qui pouvaient émerger en Chine étaient celles choisies par l'empereur. Un tel contrôle était possible grâce à une forme absolutiste du régime, ce dont on a parlé tout à l'heure. En Europe aussi, des régimes absolutistes ont lutté contre la destruction créatrice grâce à la peur. Donc l'Autriche-Hongrie, la Russie, c'est des exemples connus. Par exemple, l'Autriche-Hongrie
sous les Habsbourg, l'Autriche-Hongrie s'oppose au changement sous toutes ses formes, notamment le règne de François Ier d'Autriche entre 1806 et 1835. Je n'ai pas besoin de savants, mais de bons et honnêtes citoyens. À vous d'éduquer les jeunes gens en ce sens. Qui me sert doit enseigner ce que je lui ordonne. Quiconque s'en avère incapable ou expose de nouvelles idées est invité à partir, ce quoi je l'en prierai moi-même. Ouais. Dans Autriche-Hongrie, il y a Hongrie. Hein. Bon. Les institutions politiques construites autour du féodalisme et du servage freinent elles aussi, je pensais à la Central European University, les institutions politiques construites autour du féodalisme et du servage freinent elles aussi la diffusion des innovations. Mobilité de la main-d'œuvre est très limitée, émigration illégale, économie urbaine dominée par les guildes, biens d'importation lourdement taxés. D'accord ? La peur de la destruction créatrice se cristallise autour de deux refus. Opposition au développement de l'industrie. Les usines risquent de concentrer les travailleurs pauvres dans les villes, qui eux-mêmes risquent de soutenir les adversaires politiques de l'absolutisme. Dans l'esprit de l'empereur, la société doit rester agraire. Opposition au développement du chemin de fer. Peur de la destruction créatrice qui accompagne le développement d'une économie moderne, aussi bien économiquement que socialement. Comme en Chine, cette peur de la destruction créatrice entraîne un retard économique de long terme de l'Autriche-Hongrie, retard dans l'utilisation de nouvelles sources d'énergie. Le charbon, bien moins efficace que la houille, reste encore majoritaire dans la production de fer. Tissage des textiles essentiellement effectué à la main jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Russie, la situation est très similaire. Peur que la destruction créatrice et la mobilité sociale associée ne balaient l'ordre politique russe, interdiction de l'installation de nouvelles filatures de coton ou de fonderies pour empêcher la concentration en ville d'ouvriers, opposition au chemin de fer, pareil, car risque d'entraîner une mobilité dangereuse pour la société. Georges Cancrin, ministre des Finances, les voies ferrées ne sont pas toujours le fruit d'une nécessité naturelle, elles reflètent plutôt un besoin artificiel ou un goût du luxe. Elles encouragent des voyages inutiles d'un endroit à un autre, et en ce sens-là, typique de notre époque. Là, moi, je regarde les pièces de Tchekhov, hein, l'éloignement. Conséquence, raison de transport obsolète conduit à la défaite de la Russie contre les forces françaises, britanniques et ottomanes lors de la guerre de Crimée. Mais en Europe, par contre, en Europe de l'Ouest, la fragmentation politique permet une concurrence entre pays bénéfiques à l'innovation. Les inventeurs ou commerçants qui n'ont pas été poussés dans un pays A peuvent s'expatrier dans un autre pays et développer leur innovation ailleurs. Les États, au lieu de s'opposer à l'introduction d'innovations issues des pays voisins, préfèrent encourager l'imitation des inventions issues de toute l'Europe dans le but de ne pas se voir dépassés et absorbés par leurs voisins. D'accord ? Et donc, c'est ça qui se passe, c'est qu'au lieu de me fermer, je suis obligé de m'ouvrir. Je reviens là. Au lieu de s'opposer à l'introduction d'innovations issues d'autres pays, ils encouragent l'imitation, parce que je veux être sûr, la France ne veut pas être derrière l'Angleterre. L'Angleterre fait sa révolution industrielle, la France doit être rattrapée. Et donc, c'est parce qu'elle est en concurrence. Si elle n'était pas en concurrence, la France se serait fermée. Mais nous sommes en concurrence avec l'Angleterre. Les pays qui ne soutiennent pas l'innovation finissent par en payer le prix. C'est par exemple le cas de Venise après la Serrata. Le pouvoir politique se ferme, la richesse se concentre au sein de quelques familles, la ville-État se met à décliner en tant que puissance maritime économique. Là, je suis là. Le développement du chemin de fer en 1870 permet d'appréhender l'effet de cette concurrence entre États. Au Royaume-Uni, vous voyez, le réseau est très dense, vous voyez. En Russie et dans l'Empire austro-hongrois, vous avez un réseau ferroviaire très peu développé. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de nombreux pays européens offrent des prix, c'est-à-dire des récompenses aux inventeurs et incitent les ingénieurs et artisans à émigrer dans le pays. La crainte d'être dépassés par d'autres pays, ce qu'on appelle l'effet Spoutnik. C'est pourquoi on appelle ça l'effet Spoutnik. Quand les Américains ont vu le Spoutnik, ils ont créé la DARPA. Hein, d'accord ? On revient à toutes ces choses. L'emporte sur la peur de la destruction créatrice. Mokir souligne néanmoins que cette compétition a un coût, celui de la guerre, qui ravage l'Europe à intervalles réguliers. Mais pourquoi l'innovation en Chine s'est-elle brutalement arrêtée sous les Ming et Qing ? Pour Mokir, il existait auparavant une forme de compétition politique au sein de la Chine. La Chine était déjà un pays unifié, mais les fréquents coups d'État et régicides introduisaient une lutte entre plusieurs groupes politiques pour le pouvoir. Sous les Ming, le pouvoir se rigidifie et l'obéissance devient la norme. L'administration gagne aussi en importance, devenant de moins en moins sensible aux changements politiques. Pour vous donner une idée un peu sur la concurrence également, mais ça j'en parlerai, parce que là je termine maintenant, je parlerai un petit peu la prochaine fois aussi, il faudrait que je trouve du temps, c'est que je parlais de Jules Ferry. Qu'est-ce qui a donné Jules Ferry et l'école ? Vous le savez ce que ça a été ? Sedan. Alors, il y avait eu Victor Duruy, qui avait été très important sous Napoléon III, pour développer le système éducatif. Donc, on marche toujours sur des épaules de géant, même en matière de changement institutionnel. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait,
suite à la défaite de Sedan, vous avez eu donc l'avènement de la Troisième République, et il réalise qu'il faut absolument... Le gros problème de l'armée française, c'est que c'est une armée où c'est une tour de Babel. Les gens parlent des dialectes en France. Peu de gens parlent bien le français. Et ils se retrouvent dans une armée, ils ne savent pas trop, et ils ne savent pas communiquer, etc. Et on réalise qu'il faut mettre en place une école où on va apprendre la même chose à tout le monde, nos ancêtres les Gaulois, le même programme à tout le monde, et on va vous apprendre également à lire, à écrire, la géographie, l'histoire, et le patriotisme. Et c'est très important. Et en fait, ça, c'est l'école de Jules Ferry. Et Jules Ferry prépare à la Première Guerre mondiale. Alors, je ne dis pas que Jules Ferry, le but, c'était la Première Guerre mondiale, mais on savait que la France, en fait, devait se préparer pour la guerre d'après. Et donc, c'est ça qui a développé. Mais vraiment, Sedan a été... donc, je parlais que la concurrence entre pays était souvent une concurrence qui prenait la forme de guerre, mais cette guerre incite à des changements institutionnels. Et en France, Sedan a accéléré le développement de l'éducation publique universelle. Et ça a été très important. Mais avant, il y avait eu Humboldt en Allemagne. Et alors là, c'est très amusant. Humboldt, vous savez, le système universitaire, il a développé beaucoup l'école allemande. Vous savez pourquoi? Suite à la défaite d'Iéna contre Napoléon. Donc on s'est tapé dessus avec les Allemands, mais à chaque fois, ça a poussé l'autre. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ça a poussé l'autre à faire des changements. Alors maintenant, ce qui est merveilleux, de nos jours, enfin, je ne sais pas si on va revenir à ça, jusqu'à maintenant, moi je parle en européen de l'après-guerre, des 30 Glorieuses, puis maintenant on ne sait pas trop où on va, cette concurrence guerrière avait été remplacée par une concurrence économique. C'est-à-dire de dire ce qui remplace la guerre, c'est les indicateurs de la Banque mondiale, quoi. Tu vois bien que tu es en perte de vitesse par rapport aux autres. Alors j'espère qu'on ne va pas retomber dans une concurrence guerrière, mais c'était intéressant de voir que quand même pendant un moment, on a pu s'affranchir de guerre pour que la concurrence joue un rôle, la concurrence entre pays ait un rôle. Par exemple, les Japonais, ça a été les pays de l'Ouest qui ont imposé aux Japonais d'ouvrir leur système éducatif. Ils ont forcé des accords commerciaux fin 19e siècle, et ça a forcé les Japonais à développer le système éducatif au Japon. Donc c'est très intéressant comment les guerres à ce moment-là, la Corée, typiquement, c'est suite à l'invasion japonaise, les Coréens ont compris qu'il fallait absolument développer un système éducatif de première qualité. Alors maintenant, c'est la concurrence. J'espère que c'est la concurrence non guerrière qui joue ce rôle, mais c'est très important le rôle de la concurrence entre pays comme facteur d'évolution des institutions. Voilà, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine.